Comment nourrir la confiance à distance? Les outils numériques peuvent-ils y aider? Faut-il réinventer le team building et prévoir une formation spécifique des managers? Autant de questions, il y en aura beaucoup d'autres que je vais poser maintenant à mes autres invités. Yann-Étienne Le Gall, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général adjoint du groupe Rocher. Et Olivier Devin, bonjour. Bienvenue Olivier, partenaire conseil RH chez Sopra Steria Annex, entreprise de conseil en transformation digitale. On a posé les enjeux avec Delphine Lancel, peut-être ce constat du télétravail, Yann-Étienne Le Gall, c'est intéressant de le faire à la dimension d'un groupe comme le groupe Rocher. Est-ce qu'il a explosé chez vous? Quels sont vos chiffres? Oui, effectivement. Alors, le groupe fait 18 000 personnes dans le monde, mais il y en a 6 700 en France, donc c'est assez représentatif. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas cette culture du télétravail, puisqu'on avait un accord ancien qui donnait une journée tous les 15 jours, une demi-journée par semaine, et qui est d'ailleurs pas tellement usité. Et finalement, du jour au lendemain, on a mis pratiquement l'intégralité de l'entreprise, à part nos centres de production et distribution et notre R&D, qui par définition ne peut pas véritablement télétravailler. Vous êtes sur une paillasse, vous êtes sur une chaîne, c'est compliqué. Par contre, tout le tertiaire, tous ceux qui peuvent télétravailler ont été mis du jour au lendemain en télétravail. Donc, mais seulement pendant les confinements ou finalement pendant toute la durée de l'année 2020? Alors, beaucoup évidemment pendant les confinements. Quand ça a déconfiné, si je puis dire, on est revenu à quelque chose de 2 à 3 jours par semaine. Et aujourd'hui, on suit les consignes gouvernementales. Donc, tous les gens qui peuvent télétravailler, télétravaillent. Donc, c'est vrai que, si je prends même mon cas, j'étais au bureau ce matin, ce qui est assez rare, mais je suis au bureau rarement. Et c'est le cas de la plupart des cadres du groupe. Et c'est évidemment un défi de tisser le lien de confiance à distance. Olivier Devin, avec l'exploratoire Sopra Steria Next, votre do-tank sur l'éthique numérique, vous avez mené une enquête auprès de chefs d'entreprise, de responsables de ressources humaines, pour mettre en lumière l'impact de ce choc sur la cohésion au sein des entreprises. Ça va vraiment nourrir nos débats. Peut-être en quelques mots, brosser le tableau général des résultats de cette enquête. D'accord. Donc, le premier constat, c'est qu'en fait, cette notion d'expérience collaborateur, elle ne fait plus débat. C'est maintenant une évidence que piloter cette relation, ça va être un pilier pour la confiance, l'engagement, et essentiel pour le business, pour traverser la crise et pour le rebond. On a pu voir dans les premiers constats qu'il y a eu des éléments qui ont permis un petit peu d'amortir ce choc, notamment la capacité, celle qui avait anticipé la transformation digitale. En fait, sur le télétravail, on n'a pas eu le temps de se poser la question. Ça a été tout de suite. Et évidemment, le digital est maintenant un sujet et ça a été un amortisseur. Le deuxième, ça a été celle qui avait travaillé sur les sujets de valeur, d'engagement, un peu en déclinaison aussi de la raison d'être. Après, si je me projette un petit peu sur la sortie de crise, on a les DRH qui ont été vraiment au cœur du jeu. Beaucoup le nez dans le guidon sur la première crise, sur le réglementaire, la mise en place de l'activité partielle. Et si vous me permettez l'expression, qui pousse un peu le tas de sable depuis un petit moment. Et là, à nouveau, ils doivent, et ils sont en train de le faire, lever la tête et travailler sur les sujets de sortie de crise. Oui, parce que c'est un métier de temps long, le métier de DRH. Et là, d'un seul coup, il a fallu partir dans l'urgence, d'une certaine façon. C'est un métier où on a un paradoxe. On est dans le temps long, mais on a aussi des urgences. On a aussi des urgences régulièrement à gérer, quotidiennes. Et justement, le temps long, on y reviendra, mais pour moi, il y a 3 points. Travailler sur la co-construction de l'organisation du travail de demain, avec du digital, avec un mixte télétravail et la qualité de vie au travail. Un deuxième point sur la communication. Il faut de plus en plus communiquer et pas uniquement une communication descendante. Également, on a vu plein de choses émerger de communication venant des collaborateurs. Et le troisième point, c'est la compétence. Ça peut sembler, mais la compétence, pour moi, est le ciment de l'expérience collaborateur avec un équilibre. Le DRH doit avoir une vision du besoin de demain, mais également maintenir l'employabilité du collaborateur. Et c'est là-dessus
que va se bâtir la notion de confiance. Je voudrais qu'on parle de la communication peut-être avec ce chiffre que j'ai trouvé dans votre enquête de l'exploratoire Soprasteria Next. Face à la crise sanitaire, 58% des entreprises ont renforcé la communication interne. Delphine Lancel, ça c'est un enjeu majeur parce que même si les valeurs de l'entreprise sont peut-être bousculées par la crise, il faut continuer, il faut peut-être d'autant plus communiquer. C'est justement quand les temps sont difficiles qu'il faut communiquer encore plus. Et en plus, j'allais dire, c'est beaucoup une histoire de perception. Donc il faut apprendre à communiquer, j'allais dire, dans toutes les directions pour que chacun s'y retrouve, chacun comprenne. C'est presque de la pédagogie à ce niveau-là, surtout en ce moment. En temps normal, au long cours, si j'ose dire, bon, ok. Mais là, en ce moment, il faut vraiment accompagner. Donc, c'est presque de la communication pédagogique qu'il faut faire pour rassurer tout le monde. Parce que aujourd'hui, il y a et de la lassitude et de l'angoisse, moi, je pense, chez les collaborateurs. Donc oui, là, c'est crucial. Mais je reprends la question. Même si certaines valeurs affichées par l'entreprise sont temporairement bousculées par la crise, il faut peut-être d'autant plus expliquer et faire preuve de transparence. Oui, mais c'est là où on parle de pédagogie. Il faut que les gens comprennent. Alors, bousculer, alors après, je vous dis, c'est une histoire de perception. Ouais. C'est-à-dire chacun va analyser ce qui se passe à l'échelle de sa personne, de son poste, de son avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut être très en proximité pour communiquer. Ouais. Yann Etienne Le Gall, quels outils de communication interne spécifiques vous avez mis en place dans le groupe Rocher, justement pour faire face à ce défi qui était la massification du télétravail? Alors c'est vrai, je rejoins mes collègues, on a mis le paquet sur la communication interne. C'est fondamental et en essayant d'innover. Alors on a fait votre métier un peu, on a singé les hommes de communication, on a fait un JT. Ouais. Toutes les semaines, pendant toutes les périodes clés là, du confinement, etc., avec les patrons qui s'exprimaient, mais aussi des collaborateurs qui expliquaient comment, en Italie, ils arrivaient à faire face à la crise, quelles solutions innovantes ils avaient pu imaginer, qui en Thaïlande, qui en République tchèque, etc., de manière à donner aussi, finalement, donner à voir que... c'est un partage d'expérience. Dans le monde, il se passe un certain nombre de choses et qu'il y a des collègues qui ont des idées intéressantes et innovantes. On a également fait au niveau mensuel ce qu'on a appelé un monthly good mood, pour donner aux gens, finalement, comme son nom l'indique, une bonne humeur. Je crois que c'était important, effectivement, que les gens ne se regardent pas trop le nombril et certains pouvaient être amenés à déprimer un peu. Donc, les choses positives, alors il se trouve qu'on en a beaucoup dans le groupe. On est entreprise à mission, on est beaucoup sur la RSE, on essaie de placer le collaborateur au centre. Donc, des choses, effectivement, valorisantes pour les collaborateurs et qui montraient aussi où est-ce que le groupe, en termes stratégiques, allait. Donc bien les mettre vraiment au cœur du business, des préoccupations de chacun, et ça a énormément bien marché. Ouais. Quand on a fait des enquêtes, ça a été hyper apprécié par l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Parce que c'est une période de questionnement, Olivier Devin, et vous l'avez un peu évoqué quand vous avez brossé le tableau général. Je voudrais qu'on rentre dans le détail du développement du télétravail. Ça provoque presque des questions existentielles chez certains salariés. 55% des Français réfléchissent au sens et à l'utilité de leur travail, chiffre qui monte à 61% chez les 18-24 ans. Vous êtes d'accord avec cette idée? Il y a un questionnement sur ce que la mission, la raison d'être de l'entreprise et mon rôle dans l'entreprise avec le télétravail, avec l'éloignement finalement. Tout à fait. D'ailleurs, sur la partie communication, comme l'évoque M. Le Gall, elle ne doit pas uniquement descendre de la partie direction, mais on a vu émerger aussi beaucoup de communication pour recréer un peu, par exemple, l'esprit machine à café. Oui. Vous parliez de l'explosion de Zoom, mais voilà, des Zoom cafés, parce que les gens ont besoin de parler. Et cette question de sens, effectivement, alors... là, moi, je vais illustrer par principe. Moi, j'ai beaucoup de jeunes diplômés dans mes équipes, certains qui ne sont pas des Parisiens, qui se retrouvent donc du coup dans des petits appartements. Et puis,
se retrouve à travailler toujours tout seul. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence et à la force du collectif. Et là, il n'y a pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai fait ça? Alors, tout le monde n'a pas aussi les moyens de se reposer cette question-là, mais il y en a qui font des retours à 180 degrés sur effectivement, on a cette question de sens. Et puis, on voyait sur le groupe Rocher, ces notions de valeur, d'entreprise à mission, je pense qu'elles sont primordiales. Et c'est aussi ce sens-là qui fera qu'il y aura une fierté et un engagement pour l'entreprise. Je voudrais qu'on parle aussi du lien entre expérience collaborateur et expérience client. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Là aussi, il y a un enjeu à l'ère du télétravail. Delphine, un salarié en confiance, il sera, c'est un peu une lapalissade, mais il sera plus efficace face à son client. C'est une évidence, quoi. A priori, il va rendre, même sans le faire exprès, si j'ose dire, tout ce qui ressent de positif. Et pour vendre, il faut être positif. Et donc, en gros... Et puis, en fait, la symétrie des attentions, elle a été faite aussi pour dire, après tout, on fait beaucoup pour les clients. Nos premiers clients, notre première force, c'est nos collaborateurs. La moindre des choses, c'est de faire pareil. Il n'y a pas forcément une notion de gagnant, de vouloir gagner quelque chose, à bien s'occuper des collaborateurs, mais de dire c'est quand même la moindre des choses. Moi, je pense que ça, c'est important de le préciser. J'allais dire, c'est le premier capital de l'entreprise, il faut s'en occuper. Ouais. Mais alors, comment les outils numériques vous aident justement à maintenir cette symétrie des attentions, le lien entre confiance collaborateur et donc efficacité face aux clients? Je ne sais pas si c'est la réponse, si c'est les outils numériques. Je pense que c'est plus la culture de l'entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'on a mis en place véritablement pour que ce terreau-là, il se développe véritablement dans l'entreprise? Et ça se fait pas en claquant des doigts. Ouais. Nous, la confiance, par exemple, dans mon groupe, c'est un des 4 piliers de nos valeurs managériales. Donc, au même titre que la responsabilité ou la collaboration. Et là, oui, mais c'est plus difficile à faire passer quand il n'y a plus le contact physique, le manager qui est avec ses équipes. C'est vrai. Tous nos managers, jours, chaque année, ils sont évalués sur l'item de la confiance. Ouais. Donc, ça veut dire, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je suis capable de générer de la confiance également dans mes équipes? Donc, ça veut dire que si là, ça leur revient en boomerang, par définition, ils n'auront pas forcément fait un bon job sur cet item managérial. Nous, on croit beaucoup à ça et on essaie de l'entretenir, d'avoir des formations, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture d'entreprise. Je pense que c'est ça la solution. Ouais. Olivier Devin, alors je reviens aux outils numériques. Dans cette logique-là, comment ils peuvent être utilisés et quels conseils, vous, puisque Sopra Steria Next, c'est votre cœur de métier, d'accompagner la transformation numérique des entreprises? Je reviens juste sur un exemple. Ouais. Aujourd'hui, je pense que même cette notion des symétries, on l'utilise même dans la communication. Regardez les pubs que fait Amazon en ce moment. Ils parlent aux clients et ils nous parlent de quoi? Des collaborateurs. Donc on voit bien le lien très fort entre promesse client et promesse collaborateur. C'est parce qu'il y a un déficit. Voilà, on a un déficit d'image à rattraper. Ah, oui. Oui. Maintenant, sur la partie du digital, évidemment... On était, il y a encore pas si longtemps, régulièrement confrontés, en tant que client, à avoir des outils souvent d'un très haut niveau, et en tant que collaborateur, à être un peu à l'âge de pierre. Et ça, c'est plus possible. Et donc, cette symétrie, elle doit se travailler là-dedans. La transformation digitale, on a vu l'accélération. Alors, il faut la piloter, il ne faut pas la faire n'importe comment, mais évidemment qu'elle va s'inscrire dans cette symétrie entre clients et collaborateurs. La maturité de l'entreprise en la matière, forcément, c'est un atout. Là, depuis un an, celles qui avaient déjà pris le virage plusieurs mois ou plusieurs années auparavant, elles ont mieux supporté le choc de la crise. Oui, indéniablement. Maintenant, comme tout le monde a sauté dans le grand bain, tout le monde a appris plus vite. Donc, il y a sans doute des choses qui sont à un petit peu remettre d'équerre, mais l'accélération du digital, maintenant, elle est à l'agenda, et je reviens sur les DRH, elle est à l'agenda des DRH. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites, mais elle va s'accélérer, et je pense qu'on est au début des formations à distance,
du travail à distance. Et on est en train un peu d'inventer en marchant, et c'est assez intéressant. Ouais, Delphine, Moi, ce que je voulais ajouter, c'est étonnant que tu n'en aies pas parlé, c'est l'entreprise plateforme. On est en train d'évoluer avec ce monde à distance vers l'entreprise plateforme, et les RH vont devenir également une forme de plateforme de service. Et moi, j'ai envie de dire, ce sera un peu le point de ralliement. Comme on sera moins au bureau, où le siège, par définition, fait office de porte-drapeau, eh bien, ces plateformes vont être, à mon sens, alors peut-être pas tout de suite, mais c'est vers là qu'on va, un peu le porte-drapeau, le point de ralliement pour les collaborateurs, où ils vont trouver toutes les offres de services et la démonstration et la preuve par neuf qu'on pense à eux. Oui, on pense... Allez-y, Non, mais elle a raison, je pense que Delphine a raison, mais il faut garder l'humain là-dedans. C'est-à-dire que le risque, c'est sujet d'avoir un énorme SIRH avec un LMS, qu'on appelle un Learning Management System, etc., où on va faire du HR as a service, finalement. On va aller se plugger, on va récupérer des choses d'un point de vue administratif, d'un point de vue des compétences, d'un point de vue du recrutement. Super, mais est-ce que c'est ça le modèle de la RH de demain ? Moi, j'ai un doute quand même. C'est un peu des deux, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra une dématérialisation. Voilà, ça, on y est, on y va. Il n'y a pas le choix. C'est incontestable. Parce que quand les salariés seront chez eux, il faudra que le lien se maintienne, mais il faudra que l'humain soit toujours présent. Exactement. Ouais. Et le challenge, il est là. Il est là, et il est là assez vite. Parce qu'on espère tous qu'on va finalement réussir à sortir de cette crise. J'en sais rien, peut-être à l'été, au printemps ou à l'automne, mais on va devoir réinventer un télétravail quand même plus raisonnable, un hybride. Contestablement, c'est vers ça que toutes les entreprises sont en train d'aller. Du coup, devient essentiel. Qu'est-ce qu'on vient faire au travail ? Qu'est-ce qu'on vient faire dans l'entreprise, qu'on ne peut pas faire chez soi ? C'est toutes ces réflexions-là, en ce moment, qui animent les DRH. Mais alors, qu'est-ce que ça suppose en termes de formation des managers ? Olivier Devin. Alors, je rebondis aussi un tout petit peu sur, effectivement... Vous préférez rebondir sur ce que dit... Si, qu'on répond à mes questions, j'ai bien vu, mais c'est pas là, parce qu'après, vous y répondez quand même. Mais donc, réponds, voilà, donc, il n'y a aucun souci. Allez-y. Tous les cas, on a vu dans le télétravail, ce qui est, je trouve, l'exemple à propos, que le tout télétravail ou le tout digital n'est pas bon. Voilà. Donc, on va avoir ce mixte, et on va aussi réinventer, par exemple, nos entreprises en termes de conditions de travail. Avant, on venait travailler et puis on avait besoin d'espace pour des bulles, pour s'isoler. Demain, on va probablement venir pour voir ses collègues, et donc on va revoir aussi les lieux de travail. Après, sur la formation des managers, évidemment, le digital, et je rejoins complètement Monsieur Le Gall, il faut l'utiliser à bon escient, et il faut y laisser une part d'humain. En tous les cas, c'est une conviction, c'est pour ça aussi que moi je travaille sur ce domaine des ressources humaines, et on voit bien que, Delphine en parlait en introduction, tous les managers ne sont pas au même niveau là-dessus. Et c'est une vraie difficulté d'avancer là-dessus sur le digital. Donc, ça veut dire que c'est une corde qu'il faudra ou qu'il faut qu'ils aient en plus à leur arc. Exactement. C'est ça. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient ce qu'ils avaient appris avant, mais il faut cette capacité en plus. Surtout qu'en plus, les nouvelles générations, eux, arrivent avec ça de façon native. Donc, ça va bousculer. Donc, effectivement, il faut que les managers soient formés sur ces sujets-là. Ça veut dire qu'il y a des plans de formation qui sont déjà en cours, j'imagine, qui existaient déjà avant et qui s'accélèrent depuis un an, Delphine? Ah oui, et puis c'est crucial parce que je pense que le distanciel est vraiment révélateur du bien comme du moins bien. Donc, on ne peut pas se raccrocher, j'allais dire, au wagon. Si vous n'avez pas vos collaborateurs juste là et que ça se passe mal, ça peut se passer vraiment très mal. Donc, c'est important. Donc, c'est les fameux soft skills dont on essaye tous de comprendre de quoi il s'agit. Mais il y a une petite magie à trouver. Et oui, ça passe par de la formation, de l'accompagnement et j'allais dire, de remettre son cœur à l'ouvrage régulièrement, parce que c'est un peu comme un entraînement. Je pense que ce n'est pas une bonne fois pour toutes. Et on est tous en train de découvrir. Il faut quand même le reconnaître. Mais c'est la responsabilité des DRH de réorganiser ça. Ah bah oui. Donc sans vous êtes en aucun plein doute. dedans. Ah oui. Vous êtes en plein dedans. Il y a une notion aussi qui est la réaction des collaborateurs face au télétravail. Parce que quand on dit qu'il faut respecter, par exemple, la demande du gouvernement, mais il y a aussi beaucoup de collaborateurs qui voudraient revenir. Ouais, c'est un défi, ça aussi. C'est très, très juste. En particulier, d'ailleurs, les plus jeunes. On le voit chez nous, ce sont les plus jeunes qui
comme tu le disais, sont dans un petit appartement, sont peut-être pas forcément des conditions de logement idéales, qui en ont ras-le-bol. Je veux dire, c'est vraiment le mot, ça commence à être très très long. Les gens ont envie de revenir au travail, de revoir des collègues physiquement. Il y a des gens qui craquent un peu. Nous, on a mis en place une ligne psycho, de manière à ce que des gens qui se sentiraient un peu en difficulté puissent appeler un professionnel. Donc on est entre le marteau et l'enclume, effectivement, entre un gouvernement qui dit, tous ceux qui peuvent télétravailler doivent télétravailler. Donc si on est sur un établissement tertiaire, c'est 100%. Et puis des collaborateurs qui veulent revenir. Donc nous, on travaille avec des dérogations. Alors, la norme est la norme. Et à partir de là, on a des dérogations qui sont validées par mes DRH. Un tel a une vraie raison de venir. Un tel, pour des raisons qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être au contraire de travailler sur un projet d'innovation, sur des éléments de brainstorming pendant une période de temps limitée, doivent revenir. Mais en même temps, on compte le nombre de gens qui attrapent le Covid. Donc c'est vrai que si à un moment, il y a un début potentiellement de cluster, on arrête tout. Donc on est des chefs d'orchestre là, et on a plusieurs ingrédients à notre disposition et on fait attention à ce qu'il n'y en ait pas trop d'un côté ou de l'autre. Ouais, moi je vois souplesse et agilité dans ce que vous dites. Là aussi, Olivier, les capacités digitales ou numériques d'une entreprise, ça donne plus de souplesse, ça donne plus d'agilité face à un défi comme celui-là. Bien sûr, bien sûr. Ça va être la variable d'ajustement et on parlait sur quel mixte trouver, quel équilibre, et le digital va être clé là-dedans. Ouais. Après, sur le télétravail, on a aussi ceux qui ne peuvent pas en faire. Je pense, par exemple, sur le premier confinement, la grande distribution, où on a géré l'expérience collaborateur aussi différemment, et sur comment je rassure mes collaborateurs, comment ils sont engagés pour être au premier niveau, avec ce niveau de risque. Donc là, on a aussi ces notions-là à travailler, puisque tout le monde ne télétravaille pas. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, à ce débat qui était passionnant. Vous pouvez retrouver nos débats sur bismart.fr, évidemment. Bonne journée à toutes et à tous, à bientôt sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, c'était Ethic et Smart.